Salut Alexis, Salut Cyril. ravi de te recevoir pour cet épisode. Merci beaucoup. Et écoute, première question, je vais te demander de te présenter. Alexis Fogel, je suis un entrepreneur. J'ai monté 2 boîtes, une qui s'appelle Dashlane que j'ai montée en 2008 et plus récemment en 2018 j'ai monté Stonely. J'ai un background qui est très produit à la base, un peu engineering et passionné tech, passionné de produits et passionné de gens aussi. Comment tu as réussi avec Dashlane à créer une équipe dès le départ, sachant que tu étais du coup assez jeune à l'époque, tu avais peu d'expérience professionnelle. Si tu veux, Dashlane, on n'avait aucune crédibilité. En effet, on était même encore à l'école. En revanche, on était trois cofondateurs on avait de quoi déjà avec nous commencer à faire de la tech, à faire un produit qui montre ce qu'il y a. Et donc en fait, au début, les premiers recrutements qu'on a fait, qui étaient essentiellement des recrutements pur core produit engineering, on vendait en fait la qualité de ce qu'on faisait. Donc, on a recruté des gens qui étaient intéressés par le projet, mais qui étaient aussi intéressés par le challenge technique. On vendait moins l'aventure exceptionnelle et autres, surtout qu'à l'époque, en 2008, les startups c'était moins connu. C'était moins ah ouais, je monte une startup, c'est génial. En revanche, ah, tu vas travailler sur un projet et tout, ça va être ci, ça va être ça, regarde ce qu'on a fait. Là, c'était beaucoup plus entraînant. Et du coup, justement, tu disais en 2008, du coup, les startups c'était beaucoup moins connu. Vous avez levé des fonds dès le départ avec Dashlane ou comment tu peux me raconter un peu la jeunesse? Comment est-ce Ouais. que les premières années, comment ça s'est passé? Alors la chaîne, c'est une expérience qui est assez atypique parce que quand on a commencé, on avait Bernard Liotto qui est aujourd'hui General Partner de Balderton, mais à l'époque, il venait de vendre Business Object pour quelques milliards. On avait commencé à travailler avec lui en tant que mentor slash cofondateur. Il n'était pas opérationnellement sur le projet, mais il avait financé le projet dès le début. Et donc du coup, c'était un peu, si tu veux, aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'un précide que tu ferais. Et donc du coup, on avait dès le début un petit peu d'argent. En France, on a eu la chance, comme beaucoup de startups, comme on faisait de la R&D, d'être accompagné par BPI France, d'avoir, à l'époque ça s'appelait Oseo, mais c'était les mêmes programmes qui allaient financer l'innovation. Et ça nous a permis de lancer le produit. Et c'est là où on a fait notre première alors série A à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, ça serait un seed, mais à l'époque, c'était une série A de 5 millions, qui était déjà très gros pour l'époque, Énorme à d'une l'époque, fois ouais. une série A. Et on l'a fait d'ailleurs aux États-Unis. On n'avait pas réussi à lever des fonds en France, parce qu'à l'époque, le business model des startups comme ça en France, il y avait beaucoup moins de capital en France, et on avait levé aux États-Unis. On a gagné le concours des startups, enfin des projets de centrale, et ça l'a convaincu de lancer le projet avec nous. Et du coup, comment est-ce qu'à ce moment-là, tu sais qui tu dois recruter et comment tu dois le faire? Ouais. Nous, le but à l'époque, c'était, on savait que le marché était plus mature aux États-Unis. Et donc du coup, on était, grosso modo, on n'y connaissait rien à rien. On avait créé un produit, donc il nous fallait des gens qui étaient plus côté marketing et côté acquisition. Et donc du coup, on a recherché aux États-Unis des personnes qui pouvaient nous épauler sur cette partie-là. Avant ça, ce qui est quand même assez important, c'est qu'à Dashen, on a recruté un CEO. On a recruté un CEO parce que quand on a pour lever des fonds, on était 3 gamins de centrale. Encore une fois, c'était pas le même écosystème et on s'est dit, ok, avoir quelqu'un qui peut nous aider, qui a déjà une expérience aux États-Unis, comme on avait un projet qui est international, ça serait super utile. Et donc on a recruté une personne qui est venue notamment organiser pour toute la partie business et toute la partie go-to-market. Mais si tu veux, nous on avait l'avantage d'avoir Bernard qui était avec nous et qui nous disait bah voilà, aujourd'hui si on va essayer de lever des fonds, si on va essayer de montrer la grandeur du projet et tout, si on a d'un côté le produit, toute la techno que vous avez fait, et de l'autre côté on a quelqu'un qui a été habitué à lancer des produits digitaux, des produits aux États-Unis, ça nous donne une meilleure chance. Et par ailleurs, le fait est qu'on a quelqu'un, ça nous permettra d'avoir quelqu'un qui peut prendre le relais sur cette partie-là. Et c'est assez marrant parce que je pense qu'aujourd'hui ça se ferait beaucoup moins parce qu'il y a aussi beaucoup plus de littérature, l'ambiance startup et il y a beaucoup plus d'émulation. Mais si tu veux, moi personnellement, c'est une personne qui m'a énormément appris, qui a été un mentor pendant longtemps et c'était super. Et comment elle s'appelait cette personne? Emmanuel Chalit. Ok. Et Emmanuel, du coup, comment vous l'avez trouvé? Eh bien, Emmanuel, on l'a trouvé par Bernard Liotto qui il a fait un post LinkedIn en disant voilà, je suis sur un nouveau projet et autres, je recherche un CEO, envoyez-moi un CV si vous êtes intéressé.
Il a reçu 250 CV en un jour, dont celui d'Emmanuel. Et donc du coup, avec Bernard, on a fait on a regardé avec qui on avait un fit. Et pour le coup, Emmanuel, c'était quelqu'un, donc c'est un polytechnicien super geek, mais qui avait été CEO de grosses boîtes, à la fois dans le digital, mais pas que, qui avait une expérience énorme. Et lui venait de terminer une expérience et il avait envie de repartir sur un truc tout nouveau. Et donc du coup, il s'est dit bon, ok, 90% de chance, ça donnera rien. Je divise mon salaire par 10, c'est pas grave, je lance le truc et puis on verra bien. Et puis finalement, il a fait un peu plus de 10 ans en tant que CEO de Dashlane. Et attends, mais c'est dingue, parce que là, du coup, vous avez réussi à faire un super recrutement dès le départ. C'est quoi peut-être du coup les apprentissages que tu en tires et peut-être la bonne manière de faire? Alors je vais prendre quelqu'un de senior parce que tout le monde ne va pas forcément recruter un CEO, mais imaginons que tu dois recruter quelqu'un de senior dans un domaine que tu ne connais pas forcément. Donc, par exemple, tu développes un produit et tu cherches quelqu'un senior pour aller sur la partie commerciale ou sur la partie go-to-market. Nous, il y avait vraiment deux aspects qui étaient importants. Déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui tu es un fit. Donc le fit à la fois culturel, juste, genre, c'est la personne avec qui tu vas bosser tous les jours, tu as envie que ça se passe bien, mais aussi un fit au niveau du produit. C'est-à-dire que typiquement, si tu as fait quelque chose où il y a de la R&D, tu as envie d'être avec quelqu'un qui comprend ce que tu fais, qui comprend, qui n'est pas juste là en se disant ah oui, très bien, je pourrais le vendre ici, mais qui est intéressé et qui va aussi être capable de réfléchir avec toi et de t'apporter quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si tu cherches quelqu'un pour t'apporter quelque chose, il faut que cette personne elle ait de l'expérience dedans. Le danger, je pense, et d'ailleurs moi que j'ai fait sur des recrutements seniors, c'est d'avoir quelqu'un qui a été successful peut-être dans une startup. Et tu te dis, ah mais c'est génial, c'est le VP machin, quelque chose de telle startup et tout. Et tu dis, ah regarde, j'ai recruté ça, c'est bien, c'est un bon nom. Sauf que cette personne, potentiellement, elle a vu le film une fois, mais dans un contexte très particulier. Et en fait, toi, ton contexte, il est différent. Et la personne n'est pas capable de faire autre chose que d'appliquer un playbook qu'elle a déjà vu. Toi, tu veux des personnes, quand tu es en startup, tu veux des personnes qui sont capables d'inventer le playbook avec toi. S'il n'y a aucun moment où tu as souri pendant 2 heures de discussion avec la personne, tu te dis, bon, quand même, la vie va pas être très sympa, quoi. Mais ça nous est arrivé de recruter aux États-Unis. Des personnes qui nous avaient été introduites par des fonds d'investissement, donc des personnes qui avaient un certain bagou, où il y avait, c'est pas qu'il y avait une pression du fonds d'investissement, mais il y avait de dire ah cette personne elle est géniale et tout. Une crédibilité. Ouais, qui amène en disant ah ces personnes ils connaissent des trucs que tu connais pas. Encore une fois, nous on était assez jeunes, donc il y avait vraiment ce côté de ah là t'as quelqu'un been there done that qui va être capable de t'apporter des choses. Ça n'a pas forcément fité parce que c'était des gens qui avaient pas forcément avec qui il n'y avait pas le fit sur ce qu'on essayait de faire. C'est quoi le risque concret de recruter des gens avec qui tu n'as pas de fit ou qui ne partagent pas tes valeurs? Mais si tu veux, si tu recrutes des personnes seniors, tu vas leur demander aussi de recruter des gens. Potentiellement d'ailleurs, ils vont venir avec les personnes avec qui ils ont été habitués à travailler et c'est une bonne chose parce qu'ils viennent avec des gens qu'ils connaissent. Si ces gens-là ont des valeurs qui sont complètement différentes des tiennes, bah, petit à petit en fait tu commences à créer un petit problème dans ta boîte qui est derrière très difficile à résoudre parce que ce sont des gens, ils viennent comme ils sont, tu les as recrutés pour une certaine façon, et eux, ils vont te pousser à te dire non, mais hey, la façon dont je fais, c'est la bonne façon. Tu m'as recruté pour faire quelque chose, moi, je sais comment faire. Et en fait, tu installes un peu une toxicité à ce niveau-là, qui est derrière très difficile à enlever. Parce que du coup, en fait, c'est ta culture de boîte que tu changes. Un moyen de pallier ça, et c'est autre chose en termes, je pense, d'apprentissage, c'est que le plus tôt tu es capable de définir avec les personnes avec qui tu confonds l'entreprise tes valeurs, le mieux c'est. Parce que si tu as tes valeurs comme ça, qui ne sont pas des choses que tu viens rajouter au bout d'un moment en te disant ah ça serait bien qu'on ait des valeurs écrites parce que c'est quand même bien pour le recrutement, mais que c'est quelque chose vraiment dès le début où tu t'es mis d'accord avec les personnes avec qui tu as confondé l'entreprise et que tu es capable de l'appliquer à n'importe quel recrutement, ça c'est clé. Parce que ça te permet vraiment de te dire concrètement, ok, on prend toutes nos valeurs, là on est en train de recruter quelqu'un de clé, est-ce que sur cette valeur, tu vois cette personne liée ou pas? Et du coup, est-ce que tu auras un exemple justement où tu as recruté quelqu'un qui ne matchait pas une des valeurs que tu avais définies? Une des valeurs qu'on avait chez Dashlane, c'était le team first. Mais c'était vraiment, il y avait vraiment ce côté de dire, en fait, on travaille en équipe et on est successful ensemble, ou on n'est pas successful ensemble, mais on est là vraiment à se soutenir les uns les autres.
Et on a recruté aux États-Unis à un poste important côté marketing, quelqu'un qui était vraiment bourrin américain. Mais nous, ça a été très dur parce que du coup, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui, globalement, si tu étais son N-2, il n'allait pas te parler. Parce que t'étais quelqu'un qui était dans l'équipe et qui était là pour exécuter. Ce qui t'arrivait dans ta vie personnellement, rien à foutre. Rien à foutre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette personne-là, d'un point de vue individuel, puisque moi, du coup, j'étais à un niveau où j'avais des relations avec lui, c'est une personne qui est extra, c'est une personne qui a une famille super, qui est vraiment très attachée, mais c'est simplement qu'au niveau business, c'était business first, c'était pas team first. Comme je te dis, il y a une question d'intégration des valeurs au niveau du recrutement, qui est quelque chose qui est clé pour moi sur les gens avec qui je vais travailler. Parce que sinon, sinon je vais simplement être malheureux au quotidien et c'est pas pour ça que j'entreprends. Une chose très importante, et là ça s'applique pas forcément qu'à des leaders, c'est les red flags que tu peux voir au début. Le truc le plus dur, c'est vraiment quand tu as quelque chose qui se passe mal au début, qui te met la puce à l'oreille, c'est très très rare que cette chose-là, plus tard, ça s'améliore. Je l'ai vu sur des choses où le petit détail où tu dis tiens, ce truc-là c'est un peu bizarre, bon c'est pas grave parce que machin, parce que truc et tout, souvent ça va pas marcher. Et en fait la leçon à en tirer, et pour moi qui reste toujours le truc le plus dur d'un point de vue équipe, tu t'as fait un recrutement, t'as passé du temps, t'es fatigué, t'as fait ton truc et tout machin, et t'as envie que ça marche, t'as vraiment envie que ça marche. Et tu te rends compte que ça marche pas, il faut arriver à pas te mentir à toi-même et te dire ça marche pas et te dire peut-être qu'au bout de 2 mois, 3 mois, ça marche pas et te dire tant pis c'est pas la bonne personne et on reprend. Ça a énormément d'impact dans ta boîte parce que ça a des impacts au niveau du reste de l'équipe. C'est un petit peu on a échoué sur ce recrutement. Et comment ça se finit quand on parle aux gens, ils disent ah ouais, enfin. On n'en avait pas parlé, hein, mais bon, pourquoi on n'en avait pas parlé? C'est juste, on est ouais, mais non, mais j'étais pas sûr et tout machin. Et tu dis, c'est quand même dommage parce que toi, tu avais un peu des sentiments et tout, mais tu te dis et puis quand tu leur demandes aux gens, tu demandes du feedback aux gens, mais les gens sont gentils. Puis quand la personne s'en va, ils disent c'est quand même, donnez-moi le feedback parce qu'en fait, moi, je peux pas opérer si vous me dites pas. Comment vous faites du coup, comment tu as réussi à faire chez Sunny notamment pour assesser ça? En France, moi, je trouve que le truc de la période d'essai, il faut vraiment le prendre comme tel, c'est-à-dire que ça te donne une limite où tu te dis, ok, au bout de 4 mois, il faut que je prenne une décision et il faut que cette décision, ça soit une vraie décision. Si tu renouvelles quelqu'un, c'est-à-dire si tu dis je passe de 4 mois à 7 ou 8 mois, il faut que tu arrives et que tu dises pourquoi est-ce que je le fais. Pourquoi ce que je le fais, ça va dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je ne dis pas que cette personne-là, c'est bon, au bout des 4 mois, j'ai assez, mais aussi, pourquoi je redonne 4 mois à cette personne alors que potentiellement, c'est simplement me racheter un petit peu de temps, mais grosso modo, si la décision elle est déjà prise. Et nous, on se force aujourd'hui à avoir cette décision en France, au bout de 4 mois, où on se dit, soit cette personne, j'ai un doute, et dans ce cas-là, il faut vraiment une grosse raison pour lui redonner sa chance 4 mois. Soit j'ai pas de doute, et dans ce cas-là, il n'y a plus de période d'essai, ça a duré que 4 mois et c'est très bien. Aux États-Unis, où c'est un peu plus flexible, pareil, moi, un des trucs qui aujourd'hui, en termes d'apprentissage, c'est je challenge énormément mes managers au début. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, on demande ok, comment ça se passe, oui, c'est le début et tout. Non, oui, je comprends que c'est le début, mais tu as forcément des signaux positifs ou des signaux négatifs. Est-ce que tu peux regarder ça? Pour moi, si tu as une personne qui rejoint la boîte et qui en 3 mois n'a eu absolument aucun impact, et spécialement quand c'est une personne assez senior, premier très gros red flag, parce que tu te dis la probabilité que cette personne 3 mois plus tard, elle change quelque chose, si elle voulait changer quelque chose, elle l'aurait déjà fait ou elle l'aurait déjà amené. Et à contrario, je l'ai vu, et on a déjà recruté des gens avec Sonar, comme ça, sur des postes où je m'attendais à ce que les gens au début prennent leur marque et tout, et où en fait, au bout de 3 semaines, on a notre VP Engineering qu'on a recruté en Pologne avec vous, il est arrivé. Dès le début, il est rentré dans les différentes problématiques et il s'est concentré sur un truc qu'il a amélioré. Et dès le début, il s'est dit, ok, ce truc-là, ça ne marche pas, je vais travailler dessus pour l'améliorer. C'est-à-dire que pendant qu'il faisait tout son assessment de tout, de commencer et tout, il y a un truc qu'il a vu, il s'est dit, non mais là, il faut le changer, il y a un truc où il faut acter, et il y allait direct. Et ça, c'est super parce que tu dis, ok, là, j'ai quelqu'un qui est capable de voir long terme, d'avoir un plan long terme, et qui est capable de se dire, ok, là, moi, j'arrive, où est-ce que je peux rendre service et de rendre le service tout de suite.
Du coup, en t'entendant, j'ai presque l'impression que la période d'essai, c'est presque la dernière étape d'un processus de recrutement chez vous, en fait. Alors, tu as déjà recruté avec nous, tu sais que moi je considère le recrutement vraiment à deux niveaux. C'est-à-dire que il y a nous qui choisissons une personne et il y a la personne qui nous choisit. Et je considère, spécialement quand tu as des forts profils, qu'en effet, les premiers mois qui passent, que la personne va passer dans l'entreprise, j'ai envie que cette personne, elle puisse se retrouver dans ce qu'on lui a vendu et que nous, on se retrouve dans ce qu'elle nous a vendu. Et il y a un moment, ouais, c'est quand même le baptême de feu. Déjà, il y a les attentes que tu as dans ces 3 premiers mois. Nous, on fait toujours le 30, 60, 90, de se dire, OK, finalement, dans tes 3 premiers mois, qu'est-ce qu'on se dit qu'il faudrait réussir à faire? Et c'est assez intéressant de voir comment tu en as où, au bout du premier mois, ils sont déjà à la fin du deuxième, déjà au début. Enfin, tu vois, ce sont des gens qui vont aller super vite, comparé aux gens qui vont être un peu, ah oui, alors si j'ai fait ci, j'ai pas fait ça, les choses évoluent toujours un petit peu différemment. Et juste par contre, là-dessus, du coup, ces objectifs que vous fixez au 3, 6, 9, Ouais. tu les fixes à quel moment? Alors, ça dépend. Ça arrive parfois dans le recrutement. Ça fait partie du recrutement. On se dit avec les personnes, quand ce sont des choses qui vont être très tactiques et on veut qu'une personne agisse tout de suite, on va voir ça. Sinon, souvent, entre le moment où on recrute et le moment où la personne rejoint, on se fait 1 ou 2 calls pour regarder ça ensemble. Ça permet de faire ça. En général, quand la personne arrive son premier jour, elle sait déjà quel est son 30-60-80. Et elle, du coup, est alignée là-dessus. C'est un contrat moral. Bah, si tu veux, si tu as pas ça, de toute façon, on le fait à deux. Hein. C'est pas moi qui arrive avec mon truc en disant tiens, voilà ce que je voudrais que tu fasses. On crée et il est souvent mieux défini, très bien défini à 30, un peu moins défini à 60 et un peu moins défini à 90. Et un des enjeux que tu donnes à la personne, c'est de venir à rajouter au 60 et au 90 parce qu'il y a un moment, en fait, c'est à la personne de te dire, d'être honneur de ce qu'elle fait. Spécialement sur des rôles plus seniors, hein, bien entendu. Moi, je me fonde énormément sur le feedback des autres. C'est-à-dire que dans mon équipe, il y a vraiment cette loupe de OK, comment ça se passe avec et autres. Mais maintenant, on va dire, quand les choses se passent très bien, tu le sais. Quand les choses se passent très mal, tu le sais, tu le sens au fond de toi. Et à un moment, tu vois quand même le truc si c'est bien ou si c'est pas bien. Est-ce que tu as déjà eu le contexte où tu avais des personnes très performantes, si on revient un peu aux valeurs, donc des personnes très performantes qui ne matchaient pas forcément 100% avec tes valeurs ou qui avaient des comportements pas forcément 100% OK avec ce que tu attendais? Une fois, pour le coup, c'était chez Stonely, on a une personne qui était super performante, avec qui ça se passait très bien avec moi, ça se passait super bien, la personne était vraiment géniale, proactive et tout. Et en revanche, j'ai eu du mauvais feedback, notamment de femmes avec qui il s'adressait mal. Donc il y a une personne qui est venue se plaindre et donc j'ai fait ma petite enquête assez rapidement et pas autant que elle, mais d'autres personnes m'ont donné des signaux à ce niveau-là et j'ai décidé de mettre fin à la période d'essai. C'est un exemple si tu veux où tu as une personne qui est bien et là pour le coup je regrette absolument pas la décision. Et la discussion que j'ai eue avec la personne, hein, d'ailleurs, je lui ai expliqué pourquoi on le faisait. Et la personne, ce qui est très dur dans ces cas-là, c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'était m'arrivé à Dashlane aussi. La personne en général tombe des nues. Hein. Quand tu lui dis ça, elle te dit, les gens sont pas des gens mauvais. Hein. Donc la personne, elle se dit je m'étais pas rendu compte et tout machin, mais je suis vraiment désolé et tout machin. Là, c'est une personne en plus, il a écrit à tout le monde en mode je suis vraiment désolé et tout machin. Mais en fait, c'est trop tard. Malheureusement, quand il y a eu ce truc-là. Chez Dashlane, j'ai fait cette erreur où j'ai gardé la personne, changé de poste et tout en se disant la personne a fait son mea culpa et ça marche pas. La personne est restée 2 mois. Au bout de 2 mois, la personne est partie parce que juste en fait, c'est mauvais pour tout le monde. C'est une erreur. Donc là, c'est un exemple où j'ai coupé court à la période d'essai. Pour moi, il n'y a pas de chose. Et je l'ai expliqué à l'équipe. Hein. Et avec tout le respect de la personne d'ailleurs, en disant, je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai dit, voilà, il y a un truc au côté culturel qui s'est passé et on pouvait pas en revenir, ça aurait été une mauvaise expérience et pour la personne et pour nous, donc on a arrêté, mais expliquer pourquoi on a pris cette décision. Je reviens un peu en arrière, chez Dashlane et Stonely, tu as eu 2 expériences où tu as monté très vite des boîtes internationales. Dashlane, vous êtes vite parti aux US, et Stonely, vous avez créé une entreprise dès le premier jour qui était dans 3 pays différents, Ouais. donc aux US, en France et en Pologne. Pourquoi déjà à chaque fois, est-ce que c'est une volonté toi, de ta part de monter des entreprises internationales et qu'est-ce que tu en as tiré comme apprentissage?
Alors, les deux sujets sont un peu différents entre les États-Unis et la Pologne. La Pologne, c'était vraiment une question de fondateur. Mon cofondateur était polonais. Au début, je pensais qu'il allait venir en France et il m'a dit bah, tu sais quoi, en fait, j'ai une vie moi en Pologne et je suis bien en Pologne. En revanche, ça fait 10 ans que je bosse dans l'écosystème tech en Pologne. Je connais des gens et en fait, moi, j'ai un réseau là où je suis sûr qu'il y aurait plein de gens qui seraient motivés à rejoindre une boîte. Et donc, en fait, on a commencé comme ça et puis on a recruté une personne, deux personnes et tout. Et puis on s'est retrouvé à être plus en Pologne qu'en France au début pour une question de réseau. Aux États-Unis, Alex Stolny, c'est aussi une question de personne. Pour être tout honnête, j'ai trouvé le cofondateur aux États-Unis, c'était quelqu'un que je connaissais déjà de Dashen, qui était ensuite après le VP Sales and Marketing de Calendly, donc qui était une personne qui était vraiment en termes de go-to-market super complémentaire avec moi. Et pour le coup, quand tu fais un produit international et que tu veux être sur le marché américain, c'est quand même difficile de faire ça complètement depuis la France sans personne aux États-Unis. Trouver quelqu'un aux États-Unis comme ça, je trouve que c'est très dur. Souvent d'ailleurs, quand tu as une boîte qui commence en France et qui derrière c'est aux États-Unis, c'est souvent des cofondateurs qui partent aux États-Unis et qui va monter la culture là-bas. Chez Dashen, c'est notre CEO qui est parti aux États-Unis. Comment est-ce que les fonds t'ont aidé sur le recrutement? L'utilité première à ce niveau-là, c'est vraiment le réseau. Je cherche quelqu'un qui, ah oui, bah, je connais quelqu'un qui machin et tout, ils font l'intro. La deuxième façon dont ils t'aident, sans le vouloir, sans rien faire, c'est la marque. C'est-à-dire que nous, aux États-Unis, First Mark Capital, c'était une bonne marque. On a levé notre série B avec Dashen, avec Bessemer. On a levé avec Axel, avec Stolny, avec Northzone. Ce sont des marques. Axel, c'est connu internationalement aux États-Unis. Ok, bah, tu as une boîte, tu as Axel au capital. Bon, ok, c'est quand même une boîte qui est en train de faire quelque chose. Souvent, les fonds d'investissement aiment bien être assurés et aiment bien pousser des personnes been there, done that et ont souvent poussé à recruter des gens qui sont très capés parce que ça les rassure. Chez Dashen, ça nous est arrivé de recruter des personnes qui étaient trop capées comparé à où on en était. Typiquement, quand on a lancé notre offre B2B, on a recruté une personne qui avait bossé sur des équipes sales. J'ai monté telle équipe sales avec 50, 100 personnes. Ouais, sauf que d'accord, mais nous, en fait, on devait aller 0 to 1. Et en fait, ça, elle ne savait pas faire. Et elle était frustrée parce que elle avait l'impression qu'on n'avait rien pour l'aider à être successful. Et nous, on était super frustrés parce qu'on était en mode, non mais d'accord, mais enfin tout ça c'est bien, mais en fait, elle connaissait rien au produit. Et elle n'était pas plus intéressée que ça par le produit. Ce qui est en fait un truc potentiellement qui peut très bien marcher quand tu as scalé, qu'il te faut 100 personnes et que ton boulot c'est vraiment un boulot de management, de pipeline, de stratégie commerciale. Potentiellement sur certains types de produits, le fait que ce soit un produit ou un autre et autres, à partir du moment où par exemple ça va être du B2B SaaS, ça va marcher. Et c'est une personne du coup qui après Dashen a été super successful dans d'autres boîtes. C'est intéressant, ça rejoint ce que tu disais au début, qui dit en fait il y a un peu trois critères dans un recrutement, le fit avec les valeurs qui est la condition sine qua non, Ouais. L'intérêt pour le produit qui est super important quel que soit, je pense, enfin en cas dans du SaaS a priori. Ouais. Et le dernier point du coup, c'est quelqu'un qui a vu du coup l'étape, qui a déjà fait l'étape pour laquelle tu le recrutes en fait. Exactement. Et selon l'étape où tu recrutes, tu vas chercher un différent type de personne. Quand tu lances quelque chose de nouveau, donc mettons que tu passes de B2C à B2B, tes premiers recrutements B2B, ça va être des gens qui vont être plutôt entrepreneuriaux. Ce ne sont pas des gens qui arrivent pour déployer un playbook, parce que le playbook, tu ne l'as pas en fait. Ce sont des gens qui sont là pour créer le playbook avec toi. Et autre chose, moi franchement, dans les autres conseils que je pourrais donner, si tu penses que tu vas recruter quelqu'un et que la personne va te sauver sur quelque chose où tu n'y connais rien, 90% tu vas te planter. Si tu te dis, ah bah moi je ne sais pas absolument pas faire de sales, je vais recruter quelqu'un, il va s'occuper de la partie sales et après ça sera tranquille, ta partie sales elle sera nulle. Quand tu es toi dans l'équipe fondatrice, il faut que tu mettes la main dans le cambouis dans tous les trucs pour être capable. Parce que sinon c'est là où tu fais tes mauvais recrutements. Moi j'ai déjà fait des mauvais recrutements parce que j'y connaissais rien sur le truc sur lequel je recrutais. Et donc du coup, comment est-ce que tu es capable de savoir si la personne est bonne ou pas bonne? Alors tu peux prendre des gens un peu à droite à gauche, leur demander conseil et tout, mais en fait tu sais même pas ce que tu attends des gens. Dans tous les cas,
il faut que tu mettes toi un peu la main à la pâte, que ce soit toi qui délivre sur le job un petit peu, que tu prennes des conseils à droite à gauche, limite à ce que tu prennes des consultants avec toi au début qui vont des part-time CMO, des part-time business developers, trucs comme ça, où là tu vas travailler avec des personnes qui sont capables de t'épauler et qui vont t'aider toi à monter en compétences. Et au bout d'un moment, bah, tu vas te sentir à dire ok, non, bah, très bien, en fait moi mon job c'est pas de faire ça, je vais prendre quelqu'un qui va être meilleur que moi, mais je vais être capable de pouvoir parler avec la personne, challenger un petit peu et trouver la bonne personne. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de recruter entre Dashlane et Stolny aujourd'hui? Je pense que mes cycles sont un petit peu plus longs maintenant de recrutement. À Dashlane, ça m'est arrivé de recruter des personnes parce que j'en avais besoin et j'avais besoin de la personne tout de suite. Et donc du coup, ok, la personne n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, j'ai besoin de la personne tout de suite. Erreur, vraiment grosse erreur. Ça nous était arrivé, même en engineering, j'avais recruté une personne côté mobile parce qu'on avait besoin de travailler d'accélérer côté mobile. La personne n'était pas parfaite, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de développeurs mobiles et on trouvait personne qui était bien. On s'est dit, bah c'est pas grave, ça nous fera avancer. Tout le code que la personne avait fait 6 mois après, on l'a jeté et en plus, ça faisait de la dette technique. Enfin, c'était pire décision. Aujourd'hui, si je ne trouve pas la bonne personne, et ben je continue à chercher et je continue tant que je ne l'ai pas trouvé. Et ça, c'est la théorie. En pratique, ça m'arrive toujours de faire ces erreurs-là parce qu'en fait, et je pense que tu le vois sûrement toi quand vous recrutez avec Sonar, il y a un moment, tu as une fatigue. Tu as ce truc où tu as fait des entretiens et tu dis, bon, attends, mais là, il y a un moment, ça va, il faut que je recrute quelqu'un. Mais en fait, non, tant que tu n'as pas la bonne personne, tu n'as pas la bonne personne. Et d'ailleurs, même à ce moment-là, je trouve que c'est une bonne recommandation de temps en temps, enfin, nous qu'on peut faire à nos clients, de leur dire en fait de même prendre un freelance dans ce cas-là en attendant, Exactement. pour en fait enlever le pain court terme qu'ils peuvent avoir et du coup garder la tête froide et comme tu disais auparavant, en fait, ça va t'aider en plus à potentiellement mieux défricher en plus le scope du poste. Exactement. Et peut-être du coup à recruter la bonne personne in fine. Bah, c'est ce que j'ai fait, tu vois, typiquement sur le mobile. On a une offre mobile du coup avec Stony, on a un SDK et tout. Et quand j'ai voulu déchiffrer le truc, c'était assez compliqué parce qu'il fallait qu'on trouve une personne qui était capable de bosser à la fois sur iOS et sur Android, sur différentes technologies. C'est pas ton développeur mobile classique qui est full iOS, full Android. Donc on a du mal à trouver cette personne-là et on a travaillé pendant pas mal de temps avec 2 freelances qui nous ont aidés et en attendant de trouver la bonne personne. On a trouvé la bonne personne qui là pour le coup est toujours là et qui ça se passe très bien. Donc du coup, donc là avec Stolny, tu nous en parlais, vous êtes dans 3 pays, en Pologne, en France et aux US. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu recrutes dans 3 pays et comment est-ce que derrière tu arrives du coup à intégrer ces personnes-là et à créer une culture forte malgré le fait que vous ne soyez pas tous ensemble localement au même endroit? Alors sur le recrutement, c'est quelque chose que je trouve toujours très très dur parce que tu as des codes qui sont assez différents d'un pays à l'autre. Recruter aux États-Unis, tu vas avoir des gens qui se vendent énormément, qui se survendent même de temps en temps, qui sont énormément dans le ah je sais faire, je sais faire, je sais faire. Et en tant qu'Européen, c'est assez difficile de pouvoir le faire. Moi, je suis content d'avoir des gens aux États-Unis qui nous aident à recruter aux États-Unis parce que de temps en temps, on est un peu là. Et moi, je mets toujours mon bullshitomètre en mode on quand je recrute aux États-Unis parce que je sais que tout ce qu'on me dit, potentiellement, il faut que j'enlève 20%, voire 30% parce que c'est comme ça que ça fonctionne. En Pologne, c'est complètement l'inverse. En Pologne, c'est avec des gens qui sont très pragmatiques. Et donc du coup, pareil dans la façon dont tu vends l'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'en Pologne, quand tu recrutes des gens, ils vont être de temps en temps très terre à terre. C'est-à-dire que toute la partie mission, la start-up, le truc, le machin, ils vont te regarder et vont faire ouais, c'est cool, mais bon. Ok, non mais concrètement. Et donc si tu veux, en fait, le recrutement se fait différemment d'un pays à un autre. Et derrière, ça se fait aussi sur la culture. Et alors là, la façon dont tu crées ta culture de façon internationale, alors moi j'adore la magie de ça, c'est que pour moi il y a des choses qui sont uniques à chaque pays, des choses qui sont communes à tous les pays. C'est-à-dire que les valeurs que tu as faites au début, elles doivent se retrouver partout. Si tu as No Politics, nous, qui est une valeur qu'on a chez Dashen, qu'on a chez Stolny, qui est un truc qui est, et je le dis pas de façon mauvaise, c'est juste que tu as des boîtes qui sont plus politiques que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plus essayer de se mettre en avant sur tel truc et tout. Souvent, quand les boîtes d'ailleurs grossissent un petit peu, ces gens-là ils vont être malheureux chez nous. Mais ils vont être malheureux s'ils sont en France, ils vont être malheureux s'ils sont en Pologne, ils vont être malheureux s'ils sont aux États-Unis. Peu importe. En revanche, tu as une façon de t'exprimer et d'être comme ça, où il faut savoir que c'est comme ça. Il faut savoir que la façon dont un Américain
va te faire le shit sandwich où il va tout de suite te dire ah, it's awesome, I just have one feedback. Ce qui veut dire quand même ton truc c'est complètement nul et vraiment faut te focaliser sur ce qu'ils disent. Versus en Pologne, t'as fait tout un truc et tout, t'es content et tu fais ouais franchement félicitations. Et les gars te font ouais bon il y avait quand même de bugs quand on a release. En fait ils sont contents mais c'est juste ils se focalisent sur des choses qui sont différentes. Et à partir du moment où tu le sais, tu peux te joker. Tu peux être dessus, tu peux te dire attends, d'accord, on sait que la Pologne c'est comme ça. Si tu dis un Polonais comment ça va et qu'il te répond not too bad, tu sais que ils sont méga bonne forme, c'est cool. Et donc en fait c'est beaucoup d'éducation. C'est bien de le savoir. Et en fait, à partir du moment où, où c'est communiqué, où les gens le savent, après, c'est du one-on-one. C'est-à-dire que bah, tu regardes comment ça se passe, comment les gens interagissent ensemble. Tu sais que quand tu vas avoir une personne en Europe qui va manager une personne aux États-Unis ou vice-versa, bah, c'est bien d'expliquer au manager, juste pour information, voilà, la façon ça fonctionne. Tu as des livres qui sont d'ailleurs très bien là-dessus, hein, sur la façon de donner ton feedback selon les pays. Et les choses dures, du coup, que tu n'as pas encore craqué, justement, d'un point de vue unité culturelle et peut-être les effets peut-être un peu négatifs, du coup, et que tu n'arrives pas encore à résoudre aujourd'hui? Bah, je pense que ce qui est le plus dur, si tu veux, tu peux pas être en physique tout le temps, tous ensemble. Et il y a un moment où, quoi que t'en fasses, tes relations sont pas les mêmes. Tu vois, nous à Dashlane, alors aussi on était plus jeunes, on sortait plus et tout. C'était vraiment une équipe de kids où on se retrouvait au bar tous les soirs, c'est un machin. T'avais vraiment cette atmosphère comme ça qu'aujourd'hui on n'a pas chez Stonely et c'est dommage. C'est vrai que moi j'aimais bien ça. Maintenant, je suis le premier à bosser à moitié en remote. Donc du coup, et la vie que j'ai aujourd'hui où j'ai bientôt 2 enfants, tu la vis pas exactement pareil et c'est pas grave. Tu as des boîtes qui sont différentes et donc du coup, nous aussi dans notre recrutement, bah, tu recrutes des personnes qui sont attirées par quelque chose ou par un autre. C'est quoi ton meilleur recrutement, celui qui a été le plus transformant? Alors je vais donner l'exemple de Stonely et je pense qu'il y en a eu deux. Il y en a eu un, c'était au tout début, c'était notre premier front-end engineer où on a recruté quelqu'un et c'est assez marrant parce que je ne l'ai pas su au début, mais le gars quand on l'a recruté, il avait 24 ans. Moi j'avais plutôt comme idée de prendre une team senior, mais il était tellement bon que j'avais pas imaginé en fait qu'il avait 24 ans. C'est un mec qui est vraiment la personne en or. Super bon techniquement, engagé à fond sur le projet, qui a toujours envie de faire bien, qui a toujours envie d'aider les gens, qui est très extraverti pour quelqu'un dans l'engineering, c'est super appréciable, qui est toujours là, qui peut prendre un call client ou limite il est un meilleur sales que toi parce qu'il est tellement passionné avec son truc il peut rester une demi-heure à essayer de solutionner le truc. Ça a été game changer parce que nous, la qualité aujourd'hui du produit d'un point de vue UI, une grosse partie qui vient de lui, où il a amené des choses en plus du design. Plus récemment, sur un recrutement senior, on a recruté mon directeur financier, Pierre-Etienne, que tu connais, et qui d'ailleurs, c'est lui qui nous a recommandé Sonar à la base, qui a bossé déjà avec vous. Donc là, c'était venu par recommandation. C'est vrai que de fait, les personnes que tu recrutes par recommandation, c'est quand même toujours le Graal parce que ce sont des gens, si on les recommande pour ta boîte, tu sais que ça va être le bon fit. Ce sont des gens qui ont déjà bossé quelque part. Et c'est une personne qui est, moi personnellement, transformatrice parce que aujourd'hui, c'est vraiment la personne avec qui je bosse en duo sur la partie sales, la partie vision, la partie où on en est, ce qu'on fait. Il a pris une ampleur aussi d'un point de vue culturel sur toute l'équipe où c'est quelqu'un qui est passionné par le truc. Et c'est vraiment en termes de quotidien, c'est quelqu'un qui me tire vers le haut. Merci beaucoup Alexis pour ton temps, c'était super intéressant, tous tes retours. Et écoute, je te souhaite le meilleur pour Stonely et à très vite. Ben, merci beaucoup, moi aussi, super content d'en parler. Et tout ce que je dis, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est que toutes les expériences sont différentes. Et c'est bien de se nourrir des expériences des autres, mais il ne faut pas se bloquer aussi sur les expériences des autres. Pour les personnes qui écoutent, vous avez votre aventure, il y a des choses que vous allez faire différemment, et c'est pas parce qu'elles sont différentes qu'elles ne sont pas bien. Trop bien, merci Alexis. Merci. Salut.